À tous, moi je travaille donc à l'hôpital Bicêtre et je remercie mon chef de service de m'avoir proposé ce sujet donc sur les décisions préopératoires difficiles. On va commencer donc par un cas clinique qui je dirais assez classique, qui peut arriver à tout le monde. Un patient de 76 ans qui comprend le français mais avec un certain degré quand même de barrière de la langue, qui a des lombalgies chroniques très invalidantes, qui a vu le chirurgien, et le chirurgien lui propose des laminectomies lombaires multi-étagées avec arthrodèse, sans qu'on ait, nous, au moment de la consultation, donc de libellé précis sur le nombre d'étages. Voilà, on reçoit ce patient en consultation, et très vite, on voit donc une comorbidité importante. Donc je vais vous laisser lire la liste. Il est obèse, il est BPCO sévère, il est diabétique de type 2, insulino-requérant avec toutes les micro- et macro-angiopathies du monde, que ce soit l'insuffisance rénale, il a eu un triple pontage, il est en ACFA, c'est un cas réel, c'est pas une caricature. Il a une artériopathie des membres inférieurs qui a bénéficié de plusieurs angioplasties, un athérome carotidien, et de façon tout à fait incidente, on lui a trouvé donc, des adénomes surrénaliens lors d'une imagerie faite pour une autre raison. Par ailleurs, il conserve un tabagisme actif malgré les conseils de son médecin traitant. Il a un traitement qui va avec son état, et donc bien sûr, donc, vous voyez l'anticoagulant, et puis donc tous les autres. Et ce monsieur, il vous dit qu'il est quasiment confiné au fauteuil et qu'il ne peut plus vivre comme ça avec ses douleurs, il ne peut plus se déplacer, et que malgré l'information du risque très élevé, il est prêt à affronter ce risque. Il dit même qu'il est prêt à mourir pendant l'opération, mais il ne veut plus vivre comme ça. Voilà, suite de l'évaluation, une échographie qui retrouve une fonction gauche discrètement altérée, une dysfonction droite, et puis une scintigraphie qui montre donc des séquelles ischémiques relativement étendues, et donc une fraction d'éjection qui est abaissée. Et puis, donc, pour compléter le tableau, en discutant avec le patient, on s'aperçoit qu'il a une fille avec laquelle il n'est plus en contact, avec laquelle donc, il ne désire plus être en contact, et que donc on ne va pas pouvoir informer de la situation, et avec laquelle on ne va pas pouvoir discuter des risques et des bénéfices de la prise en charge. Donc voilà un petit peu la classification qu'on avait attribuée aux patients, sans grande surprise. Et donc, ce dossier était présenté en staff d'anesthésie. Et d'emblée, il y a ceux qui disent il faut se débrouiller pour refaire. Et puis il y a ceux qui disent mais c'est de la folie, il ne faut pas endormir ce patient. À la fois en raison du risque, du fait que de sa compréhension est probablement limitée, du fait qu'on ne peut pas parler avec ses proches. Enfin voilà, il y a beaucoup de raisons pour dire qu'il ne faut pas l'endormir. Et puis certains disent oui, mais le patient il a mal, il ne veut plus vivre comme ça, donc il faut faire. La conclusion, ça va être un petit peu pour l'instant de beauté en touche, c'est-à-dire de dire qu'il faut qu'on ait une réévaluation cardiovasculaire, et puis il faut aussi qu'on représente ce patient non pas seulement en staff d'anesthésie, mais en staff multidisciplinaire pour voir quel est le bénéfice attendu ou probable de la chirurgie, voir s'il y a des alternatives, que ça soit interventionnel ou purement médical, et puis peut-être essayer quand même de rediscuter aussi pour avoir un contact avec sa fille. Donc, au jour où je vous parle, là, pour l'instant, les choses en sont là. Mais je pense que c'est un dossier tout à fait récent, mais que je trouvais très démonstratif. Et je pense que c'est un type de dossier qu'on peut tous rencontrer. Et donc, je n'aurai pas le fin mot à vous donner. Donc, quelle est la problématique de ce genre de choses? C'est que, d'abord, on a une population qui vieillit. On a une technique médicale qui s'améliore de plus en plus avec des nouvelles techniques, avec une sensation qu'on peut reculer les limites. Aussi, des attentes des patients et de leurs proches qui
qui sont de plus en plus exigeantes, qui sont un peu parallèles à l'évolution de la technique, et puis peut-être sur un plan plus anthropologique, plus philosophique, une moindre acceptation de la maladie, du handicap, de la souffrance, de la mort, c'est-à-dire que voilà, c'est avec cette notion d'une toute-puissance de la science et non pas seulement un droit à être soulagé, mais un droit à récupérer une santé, une autonomie et finalement une jeunesse que la médecine ne peut pas forcément redonner. Donc des patients de plus en plus âgés, fragiles, polypathologiques, polymédiqués, de plus en plus de procédures sous anesthésie. Et étant donné que nos techniques et notre technologie a aussi évolué, de moins en moins probablement de patients récusés. Une étude qui a été publiée donc, dans le BMC Anesthesiology, qui a été faite aux Pays-Bas, qui montre en effet que sur un échantillon de 132 confrères, ils sentent bien cette évolution vers donc un nombre de plus en plus important de patients âgés ou fragiles, et que ça va représenter un défi donc, et une opportunité en même temps d'améliorer nos pratiques, et à la fois pour le péropératoire, mais aussi tout le périopératoire tel qu'on vit l'anesthésie actuellement. Je n'ai pas résisté à l'envie de vous faire partager cette remarque d'un chirurgien suisse, donc, qui dit que l'indication opératoire doit répondre de manière rigoureuse à la question fondamentale « faut-il ou peut-on opérer ?» et que dans l'affirmative, il faut encore savoir quand et comment le faire, et que toutes ces questions complexes, donc, qui ont à la fois des dimensions techniques, humaines, juridiques, socio-économiques, politiques et éthiques, et bien, toutes ces questions ne sont pas seulement l'apanage exclusif du chirurgien. Donc l'objectif, in fine, c'est de répondre à la question « quel est le meilleur intérêt du patient ? Qu'est-ce qui est réellement préférable pour lui ?» Et dans cette réflexion, bien sûr, là, on en a parlé tout à l'heure, il y a l'autonomie décisionnelle du patient, mais cette autonomie décisionnelle, même si on vit dans un monde qui est passé en Europe, enfin en tout cas en France, à une attitude très paternaliste, et on a un petit peu évolué vers l'attitude anglo-saxonne qui va vers l'autonomie. L'autonomie du patient, elle n'est pas forcément parallèle à son devenir réel, à son bien tel qu'on le vit au niveau médical, et elle n'est pas forcément non plus très corrélée à la balance bénéfice-risque. Ensuite, l'autre critère, c'est la prise en compte de ses proches, la prise en compte des autres patients, à la fois les patients qui sont actuellement en train d'être traités et puis les patients à venir. Donc c'est cette notion de justice distributive qu'on verra tout à l'heure. La prise en considération donc, des soignants et plus généralement donc, de la société, avec les choix qui sont faits, que ce soit en termes de choix au niveau éthique, sociologique, et puis en termes financiers. Les compétences qui sont en jeu dans cette délibération, c'est bien sûr des connaissances médicales, théoriques, une expérience, de l'expertise, mais aussi savoir évaluer le risque, avoir une expérience et des connaissances théoriques en éthique clinique, avoir une capacité à la concertation, une capacité à la délibération, qu'elle soit d'abord individuelle et puis ensuite collective dans un groupe, et puis une capacité à la communication, que ce soit avec les autres soignants, mais aussi bien sûr avec le patient et ses proches. Et donc, si on parle de décision difficile, il faut pouvoir approcher ce qu'est une décision difficile. Et là, j'ai essayé de regrouper quelques éléments de définition. Donc, ça peut être tout simplement une situation qui est jugée complexe, risquée, incertaine, problématique ou discutable par l'anesthésiste qui voit le patient en consultation, ou alors qui le voit au lit, au service, et donc qui va souhaiter le référer au staff d'anesthésie ou au staff multidisciplinaire. Ça peut être aussi une décision qui va être impossible initialement parce que les incertitudes n'ont pas été levées, la complexité est très importante et qu'on ne peut pas, dans les 20 minutes, une demi-heure de la consultation, répondre à toutes les questions et donner une évaluation et
un accord pour l'anesthésie et pour la chirurgie. Ça peut être aussi parce que parmi les différentes parties prenantes, que ce soit les soignants, le patient, ses proches, il va y avoir des jugements discordants sur les bénéfices, les risques, les valeurs qui sont mises en jeu, la hiérarchisation de ces valeurs, et ça peut entraîner une sensation de déséquilibre, de disproportion des soins, d'insatisfaction, et donc avec une perte de sens du soin, une sensation d'incohérence, et qui va donc pousser à demander un avis collégial. Donc parmi ces caractéristiques, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire souvent c'est la sensation négative, une émotion négative qui va émerger et qui va déclencher le questionnement et le souhait donc d'une discussion collégiale. Ça, c'est aussi une des définitions qu'on peut donner de l'éthique, hein, c'est-à-dire le questionnement éthique peut être fondé sur une émotion, généralement négative, une inquiétude qui va déclencher ce questionnement. Et donc, ces décisions difficiles, elles comportent des aspects qui sont techniques, bien sûr, mais aussi psychologiques, éthiques, on pourrait dire aussi sociaux, enfin, tout un tas d'aspects qui vont être intriqués. Donc, j'ai essayé de faire une revue de la littérature. Alors, je n'appellerai pas ça comme ça parce que bon, c'est difficile d'avoir les bons mots-clés, mais j'ai récupéré quelques articles qui m'ont paru intéressants. Première publication de 2013 par l'équipe du regretté Jean Mans, qui a montré que la déviation par rapport à la stratégie qui avait été définie dans un staff multidisciplinaire avant une chirurgie hépatobiliaire ou pancréatique, ça aboutissait à un risque accru de complications, d'incidents péropératoires et de complications post-opératoires. Deuxième article, celui-ci fait par des chirurgiens, toujours dans une chirurgie à risque particulier qu'est la chirurgie bariatrique, qui montre que la compliance avec les recommandations du staff multidisciplinaire a un effet positif sur la prévention donc des complications. Donc ça a tendance à justifier l'existence de ce type de staff. Troisième papier, donc les deux premiers étaient donc des papiers français. Troisième papier, un papier hollandais qui montre que les staffs multidisciplinaires préopératoires, souvent initiés d'après cet auteur par les anesthésistes, aboutissent dans un nombre assez important de cas à une modification donc, de la prise en charge. Donc, vous voyez 43% qui modifient donc, le geste qui était initialement prévu. Et on a même 22% donc, d'annulation. Et puis ensuite, donc, parmi les patients qu'on revoit, des patients qui décident de ne pas se faire opérer. Un article qui semble être le premier donc, dans cette notion de réunion multidisciplinaire risque élevé, qui a été fait par un centre de cancérologie américain qui crée donc ce comité risque élevé, animé pour le coup par des anesthésistes, et donc qui permet d'avoir une mortalité à 30 jours des patients qui est inférieure à 2%, et donc qui est inférieure à la mortalité donc, des patients qui n'ont pas été, qui ont été récusés. Et cette équipe est la première à parler de ces staffs risque élevé. Un papier très intéressant qui vient du Japon et qui montre donc le fonctionnement de staff multidisciplinaires donc risque élevé de façon assez particulière chez eux, puisque en fait le staff peut être demandé par n'importe quel soignant, comme on le voit ici. Donc, bien sûr, les chirurgiens, anesthésistes, infirmières, mais aussi les travailleurs sociaux. Cette demande passe par le comité de sécurité du patient de l'hôpital qui inscrit cette demande. Et puis, donc, ce comité, donc, qui est finalement une partie neutre,
va ensuite donc convoquer donc le comité risque élevé. Il va d'ailleurs animer ce comité. Les chirurgiens vont présenter le cas. Bon. Les autres spécialités vont donc donner leur évaluation des comorbidités, et puis donc les anesthésistes vont aussi donner leur avis, etc. Il assiste aussi à ces comités, donc le personnel paramédical, et puis donc les techniciens, enfin les gens de la transfusion, etc. Donc c'est quelque chose de très structuré et de très formalisé. Alors ils ont une série à présenter de 406 cas, donc vous voyez sur 64 700, donc c'est quand même relativement peu, avec 51% de comorbidité sévère, 41% de chirurgie difficile, et puis donc 8% de divers, enfin qui ne sont pas donc des inquiétudes médicales. À l'issue, donc, il reste quand même 88% de chirurgies qui ont été faites donc, sans être modifiées. Une modification donc, de la stratégie chirurgicale que dans 5% des cas et 7% d'annulation. Alors dans le papier, ils expliquent bien que c'est très difficile de voir s'il y a un effet positif sur le devenir des patients parce qu'il faudrait pouvoir comparer le même type de patients qui sont opérés. Et ceux qui ne sont pas opérés, cet appareillement n'est pas forcément simple. Et puis, dans quelque chose de beaucoup plus récent, là, que je cite, une thèse qui n'a pas été encore publiée, que je cite avec l'accord de son auteur, une thèse qui a été faite à la Pitié, qui reprend 67 patients présentés en staff d'anesthésie, avec un score ASA de 3 ou de 4, et qui montre que quand on ne suit pas les recommandations émises par le staff, eh bien, ils ont eu 50% d'événements indésirables, contre 10%, enfin un petit peu plus de 10%, lorsque les recommandations avaient été suivies. Finalement, quand on regarde ces papiers, on se dit qu'il y a 3 types de réunions. Il y a des réunions multidisciplinaires, mais entre guillemets de spécialités chirurgicales. Donc on a bien vu, chirurgie digestive lourde, que ce soit chirurgie hépatique, etc., chirurgie bariatrique, et chirurgie cardiaque. Donc ça va être animé par des chirurgiens, il va y avoir des anesthésistes, il va y avoir d'autres spécialités, mais ça reste quelque chose de centré sur la chirurgie, et donc sur des chirurgies bien particulières, et donc sur certains types de patients bien particuliers. Ensuite, des réunions qui sont multidisciplinaires toujours, mais fondées sur le critère risque élevé, avec toutes les spécialités possiblement concernées, et qui vont donc être plus animées par des anesthésistes et davantage tournées donc vers la prise en charge anesthésique. Et puis des réunions d'anesthésie telles que nous, on les vit sous forme de staff d'anesthésie hebdomadaire, où sont présents les chirurgiens ou les opérateurs que si on leur propose d'y être, et qui ont aussi leurs avantages et leurs inconvénients qu'on verra tout à l'heure. Donc pourquoi justement des réunions préopératoires d'anesthésie ? Première raison, c'est parce que le temps de la consultation, on sait très bien, il est limité, et qu'il y a des patients, même si on a tous les éléments en main, le temps ne va pas suffire pour bien réfléchir, pour bien peser le pour et le contre, le rapport bénéfice-risque, évaluer déjà les risques, pouvoir ensuite proposer des stratégies, etc., etc. Ensuite, par rapport à ces cas complexes, on a un besoin de concertation par rapport à l'expertise de certains, par rapport à l'avis aussi subjectif, enfin, ne pas être tout seul dans son coin à décider. Troisième élément, c'est qu'on sait très bien que la pratique de l'anesthésie a évolué, peut-être aussi sans doute la pratique des autres spécialités, et on est passé d'une pratique individuelle à souvent une pratique d'équipe, et ça, c'est quelque chose qui s'est généralisé. Autre argument, c'est l'homogénéité et la cohérence des pratiques dans un même lieu de soins en fonction des ressources qu'on a, en fonction du type de patient qu'on a aussi, parce qu'on n'a pas tous les mêmes types de patients. Une autre raison, c'est l'amélioration, bien sûr, ça fait partie de l'amélioration constante de la qualité et de la sécurité des soins. Et puis, le dernier point intéressant, c'est que ça permet d'avoir à la fois un élément de formation initiale et continue, donc en fonction de la prise en charge de ces cas complexes. Donc, ces réunions, elles ont à la fois un aspect technique des aspects techniques et éthiques qui sont, comme on l'a vu, intriqués, mais on va parler
des aspects éthiques. Et souvent, ce qui est mis en avant dans le raisonnement éthique, c'est les fameux principes de Beauchamp et Charles-Dress, qui restent très classiques, même si voilà, ils sont un peu datés et s'ils ne sont pas au départ de culture européenne. Donc c'est l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice. Ils sont classés là dans l'ordre où actuellement on les voit dans l'ordre d'importance, en sachant qu'encore une fois, dans notre vision paternaliste qu'on avait, je dirais, au siècle dernier, peut-être encore, la bienfaisance était mise en premier, avec les questions que ça pouvait poser. Actuellement, donc, on met l'autonomie en premier, c'est-à-dire la liberté qu'on donne aux patients de décider concernant donc les stratégies de santé qu'on lui propose. Maintenant, ça pose plusieurs questions. La première question, c'est de savoir si cette valeur autonomie de décision, c'est une valeur qui est intrinsèque, c'est-à-dire que, voilà, c'est au sens philosophique du mot, hein, c'est le patient, la personne a le droit de choisir, et il faut respecter sa décision. Alors la question, c'est est-ce que sa décision, elle ne va pas être contre son intérêt au moins médical, est-ce qu'il a bien compris, etc. Bon. Et puis, contre cet aspect intrinsèque, il y a une possible simplement valeur instrumentale, c'est-à-dire une autonomie qui est en fait au service de son bien-être médical, de sa santé. Donc ce n'est pas la même approche. Bon, il est clair que on a tendance dans notre pratique à voir l'aspect instrumental, et je pense avec raison, parce que finalement le patient, s'il vient, c'est qu'il veut être soigné, et si on estime que ses choix sont dangereux, enfin on le voit bien dans le cas clinique présenté, on va tenter d'aller contre. De toute façon, dans la façon qu'on a en Europe d'appréhender l'autonomie, elle est toujours corrélée à la notion de bienfaisance, c'est-à-dire que, encore une fois, on ne va pas répondre à une demande ou accepter un risque simplement parce que le patient le veut fermement et est prêt à signer un document ou je ne sais pas quoi. L'autre notion importante par rapport à l'autonomie, c'est que certains auteurs ont fait remarquer que l'autonomie, elle ne peut être que relationnelle. C'est-à-dire que vous comme moi, on est très rarement des êtres qui sont suspendus comme ça dans le rien du tout. On est dans un contexte familial, dans un contexte social, et que cette autonomie de décision qu'on a, on la construit dans l'interrelation avec nos proches, avec le milieu du travail, avec la société, et en l'occurrence aussi avec les soignants qui nous prennent en charge. Et puis, le dernier côté important de l'autonomie, c'est qu'il faut avoir cette capacité à l'autonomie. Donc, il faut avoir des capacités de compréhension minimales. Il faut aussi d'ailleurs que les soignants s'inquiètent de voir quelle a été l'information donnée au patient, quelle est son analyse et quel est son degré de compréhension. Parce que la compréhension, on ne peut pas se contenter de la supposer, il faut la vérifier un minimum. Et puis, donc, si le patient n'a pas cette capacité, souvent ce sont les proches qui vont être mis à contribution, et la question se pose de l'autonomie substituée des proches. Il faut aussi voir quelle est leur capacité dans ce domaine-là, s'ils ont bien compris, etc., etc. Le deuxième donc, principe, c'est la bienfaisance. Et la bienfaisance, c'est pas que, et c'est peut-être même pas du tout, est-ce que l'opération va marcher? Parce que d'abord, la première question, c'est est-ce que l'opération qui est proposée, l'intervention qui est proposée, c'est la solution préférable pour le patient? Et puis ensuite, cette intervention qui est proposée, même si elle est un succès, elle n'est finalement qu'un élément de la bienfaisance. C'est-à-dire que la prothèse de hanche, ok, elle est en place, elle fonctionne, mais il peut y avoir des complications, il peut y avoir des choses qui vont donc faire qu'à la fin, on n'aura pas été bienfaisant. Autre élément pour la bienfaisance, c'est que le patient, lui, il va être dans l'attente de quelque chose, il va exprimer des besoins, et que cette bienfaisance, elle est à corréler avec ses attentes et ses besoins. Donc il faut voir aussi si l'acte qui est proposé va pouvoir répondre ou a des chances minimales de répondre à ses attentes. Ces attentes peuvent être totalement irréalistes. Le troisième principe, c'est la non-malfaisance. Donc la non-malfaisance, on comprend bien que c'est les effets indésirables, les risques, etc. Mais c'est aussi ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire l'aspect d'utilité et
de pertinence de l'intervention qu'on propose. Donc en France, on a une loi qui est la loi dite Leonetti sur l'obstination déraisonnable, qui au départ donc concerne les patients inconscients en réanimation, etc. Mais en même temps, on peut étendre ce critère d'obstination à une situation d'un patient qui est en fin de possibilité thérapeutique et qui va quand même vouloir une intervention, etc., parce que quelqu'un lui en a parlé ou qu'un chirurgien lui a proposé. Donc cette notion d'obstination déraisonnable, il faut la corréler à l'utilité de l'intervention et à la proportionnalité par rapport à la fois aux bénéfices qu'on en attend, à son état et à son pronostic, et au risque encouru par cette intervention. Et puis le dernier critère c'est la justice distributive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir rester dans un système où on va pouvoir faire bénéficier des meilleurs soins les patients qui ont la même pathologie, et on ne va pas donc donner toutes les ressources à quelques patients avec un résultat hasardeux. Cette approche principiste, elle a été très critiquée. C'est américain, ça a ses limites, il y a d'autres approches possibles. Et parmi les approches possibles, il y a ce qu'on appelle le conséquentialisme, c'est-à-dire il faut voir quelles ont été les conséquences de ce qu'on a fait, et ces conséquences, elles ne sont pas que pour le patient. Elles sont aussi au niveau de ses proches, des soignants, et puis des autres patients par rapport donc aux ressources qu'on a allouées, et puis de la société en général. Il peut y avoir un effet d'acte qui devient un précédent par rapport au risque qu'on prend, etc. Et donc une sorte de dérive. Donc une fois qu'on a, raisonné un petit peu sur ces principes, on arrive donc à ce moment de la délibération. Et donc, pourquoi une délibération? Quels sont les objectifs? Le premier objectif, c'est de préserver l'intérêt supérieur du patient, dont on a parlé tout à l'heure, et des autres patients. Mais c'est aussi garder le sens du soin, la proportionnalité et la cohérence des prises en charge dans le système dans lequel on est. C'est préserver aussi la cohésion des équipes impliquées, c'est-à-dire avoir des valeurs partagées communes sur lesquelles on ne transige pas. Et puis, c'est préserver l'intégrité psychologique et morale de tous les intervenants, c'est-à-dire que les intervenants soient persuadés que les choix qu'on fait sont la meilleure solution proposée pour le patient dans le contexte dans lequel il est. Donc, la délibération, elle va comporter un temps d'exposition des problématiques avec donc des points, des considérations clés qui posent problème, les valeurs qui sont mises en tension par la situation, et puis la hiérarchisation de ces valeurs. À partir de là, il faut voir si on a donc des options alternatives à disposition, et il faut les évaluer et voir laquelle va être la plus appropriée et la plus raisonnable pour le patient et pour le système de soins. Ensuite vient le moment de la décision, avec à la fois donc la stratégie, l'évaluation complémentaire nécessaire par rapport à l'acte proposé, et une résolution qui n'est pas forcément un consensus, mais qui va dans un sens convergent de ceux qui ont participé à la délibération, et puis proposer une suite. Et la suite, ça peut être une deuxième consultation avec le patient, avec les proches, quelquefois en commun avec l'opérateur, de façon à ce que les choses puissent être expliquées et que tout le monde soit d'accord sur la suite de la stratégie. Et enfin, donc, il faut pouvoir résumer et tracer donc cette délibération dans le dossier du patient, parce qu'elle fait partie des soins. Quand on est comme ça dans une situation de délibération, on est comme toute activité cognitive, on peut être soumis à des biais. Et là, j'ai choisi quelques biais qui m'ont paru importants, qu'on retrouve dans les délibérations. Le premier biais, c'est un biais évident, c'est le biais d'information, c'est-à-dire que si on a une différence entre les informations à disposition ou la façon de les enregistrer, de les analyser, etc., avec la réalité, forcément, il va y avoir un biais dans la délibération.
Le deuxième biais, c'est ce qu'on appelle le biais de faux consensus, c'est-à-dire que c'est une tendance qu'on peut avoir à projeter sur l'autre, en l'occurrence sur le patient, son propre système de valeurs. Mais on peut aussi le projeter sur sur ses collègues, etc. Et donc avoir raisonné d'une certaine façon avec ses propres valeurs et penser que cette analyse est partagée et qu'elle donc elle est évidente. Troisième biais, c'est le biais de cadrage. Le biais de cadrage, c'est le fait que la façon de présenter l'information, de mettre en exergue certaines, de minimiser d'autres, enfin bon, etc., eh ben, peut biaiser totalement l'analyse de ces informations et donc la délibération. Donc c'est difficile, il faut avoir des informations présentées de façon neutre, il faut se mettre d'accord sur les termes, sur les concepts qu'on utilise, sur on dit souvent, on va rendre au patient son confort de vie. Oui, mais c'est quoi son confort de vie pour lui? Est-ce que c'est rester dans un fauteuil roulant? Est-ce qu'il a besoin d'autre chose, etc. Enfin bon, tout ça se discute. Le quatrième biais, c'est ce qu'on appelle le biais de substitution, c'est-à-dire que c'est le fait de remplacer une question complexe par une question plus simple, d'y répondre et se dire, on a répondu à la question. Là, par exemple, dans cette situation qu'on a vue, on peut mettre comme question de substitution, finalement, inconsciemment, dire, voilà, est-ce qu'il faut endormir ce patient? En tout cas, en 2022, probablement qu'on a les moyens de l'endormir, de l'opérer et de le sortir vivant sans trop d'incidents du bloc opératoire. Est-ce que pour autant il ne va pas faire de complications? Est-ce que pour autant il ne va pas mourir dans les mois qui vont venir? Ça, c'est une autre question. Mais le biais de substitution, donc c'est ça, on remplace involontairement une question très complexe par des questions plus simples, mais qui, en fait, ne répondent pas à la problématique de départ. Et puis, le dernier biais, c'est ce qu'on appelle le biais de commission, c'est-à-dire c'est le fait de se sentir obligé d'agir, et ça commence donc par l'opérateur à qui est adressé le patient, et si on adresse un opérateur, c'est pour être opéré, que ce soit chirurgicalement ou de façon interventionnelle. Et donc, le fait de ne pas opérer, de ne pas faire ou de changer totalement de stratégie et d'adresser à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui peut être difficile. Et ça, donc, ça fait partie du biais de commission. De façon importante aussi, il faut assurer donc une suite et un suivi des décisions prises. Et la première suite, c'est donc informer le patient et ses proches. Et l'information, ça veut dire une information intelligible, vérifier que l'information est comprise et que la stratégie qui est proposée est acceptée. La deuxième chose, le deuxième aspect, c'est évaluer la mise en application de la décision. Est-ce que la décision elle est suivie elle est mise en application? Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce qu'elle n'a pas été mise en application? Pour quelles raisons? Pour quelles raisons on a dévié, par exemple, de la stratégie anesthésique qui était proposée? Est-ce que c'est parce que le collègue qui a fait était en désaccord? Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas le matériel à disposition, il n'avait pas la compétence? Voilà. Et donc, quels ont été les effets donc, de la mise en application imparfaite de la décision? Et puis, donc, le troisième, c'est l'évaluation à distance. Donc, c'est revoir les patients, voir ce que ça a donné, avec donc éventuellement une réévaluation des décisions qui ont été prises pour améliorer les suivantes. Voilà, je vous résume donc un petit peu la chronologie telle qu'on peut la ressentir, hein, c'est-à-dire que le circuit classique, c'est un médecin référent qui adresse au chirurgien directement, qui pose l'indication d'une chirurgie, anesthésiste, et puis décision. Et puis avec l'apparition des staffs d'anesthésie, l'anesthésiste qui dit « moi je vais en parler au staff », bon, ça c'est le premier point d'évolution. Évolution encore un peu plus évoluée que nous on connaît, c'est-à-dire que les opérateurs connaissent le staff d'anesthésie, envoient directement un mail en disant « on aimerait bien que vous parliez de ce patient au staff d'anesthésie ». Ça permet de voir le dossier, nous, avant de recevoir le patient, d'en reparler avec eux, etc. Et donc ça modifie aussi la prise en charge, et ça me permet d'avoir une consultation d'anesthésie qui est plus optimale.
Une petite remarque pour dire simplement que l'objectif de la prise en charge, c'est différent de l'objectif de l'intervention et c'est différent de l'indication opératoire. Bon, là, je vous ai posé une question, mais on n'a pas le temps d'en débattre. Qu'est-ce que c'est que la proportionnalité d'un traitement? Qui doit en juger? Mais enfin, bon. Voilà, ça, je passe. Et simplement pour mettre le résumé de une délibération pré-anesthésique, hein, c'est-à-dire comment on présente en stade d'anesthésie, donc avec la présentation du cas, comme on disait, les questions, les considérations clés, les valeurs mises en jeu, les options, la décision prise avec les choses qu'on a vues, et puis donc le résumé donc, de cette délibération dans le dossier. Voilà, ben, je suis ouvert à vos remarques et vos questions.